Représentant près de 5 millions de tonnes en 2016, la production de manioc a longtemps constitué une importante source de revenus et d'emplois pour de nombreuses populations en Côte d'Ivoire, tout comme dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Cependant, elle va enregistrer une baisse dans ces 2 dernières années, pas seulement à cause de la rareté de terre comme le croient certains, mais surtout à cause de certaines maladies qui touchent les plants de manioc, notamment la maladie de la mosaïque, très présente en Côte d'Ivoire et moins dangereuse que la striue brune du manioc, présente en Afrique de l'Est, plus précisément en République du Congo. Au sein de ce programme, nous travaillons sur la surveillance épidémiologique des maladies virales du manioc en Côte d'Ivoire. Nous allons faire des prospections sur le terrain. Nous prélevons différents échantillons, notamment des échantillons de feuilles, des boutures que nous mettons en serre, à partir desquelles nous faisons des prélèvements et nous venons ensuite dans le laboratoire pour procéder au diagnostic moléculaire de la présence des différents virus qui sont connus comme étant les agents causant la maladie virale du manioc prépondérante en Côte d'Ivoire ici, qui est la mosaïque du manioc. Maladies impactant négativement les productions, elles sont répandues certes par certains insectes, à savoir les mouches blanches, mais surtout par l'action de l'homme. Du reste, très déterminante dans la propagation des maladies du manioc à travers des échanges boutures et autres. C'est donc pour pallier cette situation alarmante et améliorer la production du manioc qu'il a été entrepris par des chercheurs africains différentes recherches très avancées sur le manioc qui permettent de nos jours de faire un diagnostic clair des maladies du manioc comprenant plusieurs phases. Chaque étudiant qui travaille sur une thématique spécifique va suivre 4 grandes étapes qui sont l'étape d'extraction, l'étape d'amplification par la PCR, l'étape de migration et l'étape de visualisation. Une fois la maladie connue, les causes révélées et les zones touchées clairement identifiées, plusieurs actions sont menées auprès des agriculteurs à travers des formations et campagnes de sensibilisation. Il est aussi proposé des procédés techniques qui permettent une culture in vitro du manioc. Au niveau de notre laboratoire, nous avons la possibilité d'assainir. Les plants sont malades, mais on peut les soigner ici. On a la possibilité de conserver des variétés qui nous plaisent et d'autres variétés peut-être dont on n'a pas encore su apprécier toutes les qualités. On peut les conserver ici, mais on a la possibilité de multiplier. Autre chose, lorsqu'on a fini de multiplier in vitro, donc ces plants qui sont là, nous avons aussi la possibilité de les faire sortir. Il y a tout un process, l'acclimatation. Voilà, donc ces plants-là vont s'habituer à l'environnement naturel, à l'environnement dehors. Et lorsqu'on les a ainsi acclimatés, on peut même les mettre dans des parcs à bois. Voilà, vous pouvez avoir un grand espace avec différentes variétés dedans. Donc c'est des jardins de multiplication. Et à partir de ces jardins de multiplication, vous pouvez fournir des boutures aux producteurs. Aujourd'hui, grâce à toutes ces actions scientifiques, la culture du manioc est à l'abri des maladies, mais aussi à l'abri de celles provenant de l'Afrique de l'Est. Ainsi, avec des cultures saines, la production du manioc va encore doubler, voire tripler pour faire, pourquoi pas de la Côte d'Ivoire, le premier exportateur mondial de sémoule de manioc, plus connu sous le nom de Atiéké. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Docteur, tout de suite, quelle est la particularité de ce tubercule? Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Le manioc, il faut le dire, n'est pas originaire d'Afrique. Le manioc vient de l'Amérique latine. Ce sont les bateaux portugais dans le XVIe siècle qui ont apporté le manioc en Afrique. Et nous, les Africains, nous avons pris ce tubercule, nous l'avons domestiqué et nous l'avons transformé, on l'a tiéké avec. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas les transformateurs. Une autre particularité du manioc, c'est que c'est une plante qui résiste à la sécheresse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas difficile. Quelles que soient les conditions, le manioc va pousser. C'est adapté aux tropiques même, tout ça? Ça pousse. Vous prenez une bouture de manioc, vous allez au nord, à Korogo, montez, ça pousse. Vous allez au sud ici, ça pousse. Donc, c'est vraiment une culture qui n'est pas vraiment récalcitrante. Alors, nous avons 4,54 millions de tonnes. Ça, ce sont les chiffres de 2016, selon les données officielles de la Direction de la production et de la sécurité alimentaire du ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Alors, c'est tout un enjeu. J'ai encore souvenance d'une déclaration d'un candidat aux élections présidentielles, Kakabe pour ne pas le nommer. Les gens ont rigolé, mais et pourtant, il avait raison. Bien sûr. La tiquée via le manioc, ça peut nous faire oublier un tant soit peu les problèmes qu'on a dans le café et le cacao.
Oui, pas seulement la tiquée. Le manioc est utilisé, voilà, dérivé du manioc. Le manioc est utilisé par exemple pour faire la farine, l'amidon, l'alcool, l'éthanol. Vous voyez, il y a beaucoup de dérivés importants. Et donc, nous pensons que c'est une plante très importante, essentielle vraiment pour l'économie en Côte d'Ivoire. Mais, comme vous l'avez dit, la tiquée. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, nombreuses sont nos mamans, nos tantes, nos sœurs qui utilisent la vente de la tiquée pour scolariser. Pour ne pas vous couper, le dernier mot du reportage tout à l'heure, c'était attiquer. Bien sûr. Tout s'explique. Bien sûr. Donc pour scolariser leurs enfants, pour soigner la famille, pour apporter la nourriture à table, c'est vraiment la tiquée. Et donc c'est vraiment important. C'est vraiment important pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région et pour l'Afrique. Alors, on va revenir à la culture. Comment se fait la durée? La durée de combien de temps? Au moins 12 mois. Au moins 12 mois. Quand vous prenez la bouture de manioc, vous la mettez dans le sol, il faut attendre au moins 12 mois. Donc 12, 13, 14 mois pour récolter, avant de récolter. Et ça se fait en cycle? Oui, en fait, vous voyez, ce qui est important, il faut voir, il y a des acteurs principaux. Il y a le producteur, mais il y a aussi le transformateur. Parce que on ne peut pas produire sans que ça ne soit utilisé. Voilà. Et ce qui est important pour le transformateur, c'est la matière sèche. Oui, c'est avec la matière sèche, le taux de matière sèche que nous faisons la tiquée, que nous faisons le gari et tout cela. Donc, ce qui est important, c'est le taux de matière sèche. Mais pour que ce taux-là arrive au nombre optimum, il faut 12 mois au moins pour les variétés classiques. Alors, vous êtes directeur d'un programme assez ambitieux qui s'appelle le programme WAVE, West Africa Viral Epidemiology. Voilà, c'est pour la sécurité alimentaire. Alors, concrètement, quels sont les objectifs de ce programme-là? OK, WAVE signifie West African Virus Epidemiology for Food Security. Food Security, voilà. Yes. Et donc, c'est un programme de recherche axé sur la sécurité alimentaire. Ça vient de quoi? Pourquoi on a créé WAVE? WAVE, à partir de quel postulat, de quel constat? WAVE a été mise en place par un collège de chercheurs africains, votre serviteur en tête, qui a constaté que la production de manioc est en danger. En danger parce qu'il y a des virus qui réduisent la production de cette plante-là, très importante en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, nous avons un virus qu'on appelle African Cassava Mosaic Virus, ou bien le virus de la mosaïque du manioc, qui réduit la production de 40 à 70%. Wow. Vous voyez, si nous pouvons contrôler ce virus, nous pouvons booster la production donc de 40 à 70%. Vous voyez, ce n'est pas négligeable. Vous parlez de 4,5 millions de tonnes. Prenez 60% d'amélioration de ça. Vous voyez où la production va aller. Vous voyez. Mais si ce n'était que ce virus que nous avons déjà ici, c'était bien. Il y a un autre virus qui s'appelle Cassava Brown Streak Virus, le virus de la striée brune du manioc. C'est un virus à ARN qui sévit actuellement en Afrique de l'Est et qui fait mouvement vers l'Afrique de l'Ouest et qui se trouve actuellement en RDC, en Afrique centrale. ARN, ça veut dire quoi? Il y a des virus à ADN, il y a des virus à ARN. Voilà. Donc, la base génétique de ce virus, c'est l'ARN. Voilà. Donc, ce virus-là est actuellement en Afrique du centre. Il est aux portes de l'Afrique de l'Ouest. Et ce virus-là, il fait des pertes de 100%. Allant de 90 à 100%. Il fait de ces nécroses sur les tubercules et on ne peut rien faire avec ça. Vous voyez, donc, c'est un problème que nous avons identifié et c'est un problème qui est réel. Et vous savez que, réfléchissez un peu, pensons un peu au virus de l'Ebola. On savait qu'il était en Afrique du centre depuis 1976. Étions-nous prêts quand ce virus est arrivé en Afrique de l'Ouest? Nous ne pensons pas. Donc, pour une fois, nous avons un programme qui veut être proactif. Nous ne voulons pas être réactifs. Anticiper. Anticiper, faire de la prévention, mettre tout ce qu'il faut en place, de telle sorte que quand ce virus va arriver, parce qu'il va arriver, nous soyons prêts. Et depuis combien de temps ce programme a été mis sur pied?
Le programme WAVE, nous avons lancé ce programme en mars 2015, ici à Abidjan, donc ça fait 3 ans. Alors, la recherche, est-ce que chaque pays a des spécificités en matière de traitement du manioc, en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier? Est-ce qu'il y a certaines spécificités du fait de la démographie, de la géographie, de la sociologie même? Oui, effectivement, parce que on n'utilise pas le manioc partout pour faire la même chose. Par exemple, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est la tiéké. Au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup de gari. Au Bénin, c'est autre chose. En Afrique du Centre, c'est surtout les feuilles qu'ils utilisent pour manger. Ils ne peuvent pas faire de plat sans mettre des feuilles de manioc. Ouais. Donc, la sociologie est différente. Mais la base, c'est vraiment le tubercule que nous mettons dans le sol, c'est le fait que cette plante-là ne soit pas difficile à cultiver et tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui c'est vraiment la particularité de la plante. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que ces virus dont nous parlons, ils ne parlent pas l'anglais, ils ne parlent pas le français, ils ne connaissent pas les frontières. Donc il faut une approche régionale. Parce que si la Côte d'Ivoire seule se met à travailler sur ce fléau, et que le Togo à côté, le Bénin, le Ghana à côté ne fait rien, bien sûr, le virus va revenir du Ghana. Donc, il faut une approche régionale. C'est pour cela que ce programme WAVE est implémenté dans 6 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, mais aussi en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Alors, avant la recherche, quelles sont les innovations majeures avec la recherche, quelles sont les innovations majeures qui ont été opérées? OK. Nous avons parlé au début de l'émission du temps que le manioc... Effectivement. Voilà, 12 mois. 12 mois. 12 mois, c'est beaucoup. 12 mois, vraiment, ça, c'est la moyenne. Hein, sinon, ça va de 14 mois. Donc, les recherches sont en train d'être faites pour essayer de réduire ce cycle-là, de telle sorte qu'on puisse avoir des variétés précoces, de telle sorte qu'on n'en ait pas à attendre tout ce temps-là. Par exemple, les croisements génétiques qui se font pour avoir de nouvelles variétés de manioc. Vous savez, on prend le pollen et qu'on met sur comme l'enterre, de telle sorte qu'il y ait fécondation et que nous avons de nouvelles graines. Voilà, un peu comme on fait la fécondation in vitro pour les hommes. Voilà. La floraison, donc ces fleurs-là, mettent environ 9 mois avant de sortir. Et c'est longtemps. Donc, pour un cycle de sélection, il faut attendre 9 mois. Donc, la recherche a fait de telle sorte que nous puissions raccourcir un peu ce cycle-là, de telle sorte qu'en 2 semaines, 3 semaines, nous puissions avoir des fleurs pour faire les croisements et tout ça. Au niveau de la sélection, par exemple, on utilise des marqueurs moléculaires, donc la biologie moléculaire, pour pouvoir trouver de façon précoce déjà des signes qui disent que cette variété-là, ça peut être une variété très productrice. Lorsqu'on cherche, on regarde son matériel génétique, on retrouve ce marqueur-là qui nous dit oui, c'est ce qu'on cherche, donc il y a le gène qu'on cherche dans cette variété. Donc tout ça, c'est à partir de la biologie moléculaire, du génie génétique et tout ça. Alors, est-ce que le programme n'enlève pas les propriétés naturelles du manioc, surtout en ces périodes du label bio, où le label bio est conseillé? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, comme voulons vous dire, nos paysans, nos parents qui cultivent le manioc sont les meilleurs sélectionneurs du monde. Ah ouais? Ah oui, ils l'ont fait depuis des années. Le manioc, c'est une plante monoïque. Ça veut dire que vous avez sur le même plan la fleur femelle et la fleur mâle. Mais la fleur mâle arrive à maturité avant la fleur femelle. Ce qui fait que vous avez toujours le pollen qui va sur une autre variété, sur une autre à côté pour faire le croisement. Donc nos parents, ils voient les graines, de nouvelles graines qui tombent, ça pousse, et ils regardent, ils voient de nouvelles variétés qui sont vraiment très bonnes. Donc ils les sélectionnent. Ils les sélectionnent pour différentes choses qu'eux-mêmes ils ont notées. Donc nous, les chercheurs, maintenant, c'est cela que nous faisons aussi. Mais nous faisons ça de façon ciblée, parce que nous cherchons des caractères précis actuellement. Donc c'est la même chose, nous ne changeons rien. Et en même temps, depuis que vous êtes sur pied, qu'est-ce qui a été fait? Parce que là, ce sont des études. Est-ce que c'est déjà actif? Vous avez déjà testé sur le terrain pour réduire, on va dire, le cycle de production de manioc? Ça, ce sont des expériences qui prennent du temps.
Ça prend du temps et ce n'est pas fait seulement ici en Côte d'Ivoire, c'est fait un peu partout dans le monde, aux États-Unis, partout. Les études sont faites et ça met du temps. Ça met du temps, il faut tester, il faut vérifier, il faut être sûr de ce que nous mettons sur le marché, sur le terrain. Ce que nous avons fait en tant que WAVE, programme régional, c'est d'abord de travailler sur les capacités infrastructures, mais aussi capacités humaines. Vous voyez, en parlant de virologie, parlant de virus, il faut pouvoir faire le diagnostic. Au moment de l'Ebola, on prenait les échantillons et les envoyait ailleurs pour tester. Vous avez vu nos laboratoires. Nous pouvons tout faire ici en Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. Vous voyez, et ces laboratoires, il fallait les construire, il fallait les équiper. Ces chercheurs-là qui font tous ces tests, il faut les former. Et nous avons fermé beaucoup. Les laboratoires que vous avez vus, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que nous avons construits et équipés, nous avons construit aussi dans tous ces pays-là. Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, partout, RDC. Et ça, c'est vraiment important. Alors, quelle est la participation? Est-ce que vous êtes compris par les gouvernements, par les pays au niveau local? Est-ce qu'il y a une certaine uniformisation? Est-ce que, voilà, vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on ne vous met pas des bâtons dans les roues? Non, parce qu'on se connaît dans nos pays en voie de développement, où lorsqu'il y a une belle initiative pour faire du bien, bon, après, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Donc, dites-nous tout sur ce plateau. Est-ce que vous avez les coudées franches pour travailler? Bien sûr. Avant même que nous ne commencions le programme WAVE, il fallait trouver un endroit où loger ce programme. Nous avons consulté différentes structures de la place. Et lorsque nous sommes arrivés à l'université Félix Houphouët-Boigny, où le programme est logé, nous avons rencontré le président de l'université Félix Houphouët-Boigny dans le temps, le professeur Bako Koli-Ramata, qui a ouvert ses bras, son université à ce programme, qui nous a donné un emplacement, le pôle scientifique et d'innovation, qu'elle-même elle a mis en place pour loger ce programme. Elle nous aide jour et nuit pour que ce programme marche bien. Donc nous avons le soutien institutionnel. Elle était présidente de l'université dans ce temps. Maintenant, comme vous le savez, elle est ministre de la recherche scientifique. Elle connaît le programme WAVE, c'est son bébé. Donc à ce niveau-là, nous avons son soutien. Nous avons le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la même chose dans tous les autres pays? Non. Mais c'est ce sur quoi nous travaillons. Et c'est la même chose au niveau du ministère de l'Agriculture? Justement. Oui, le ministère de l'Agriculture travaille de concert avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, par exemple, vous avez le CNRA, le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, qui est... Vous avez des rencontres régulières ensemble? Pas avec le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Je ne peux pas... Ils sont concernés quand même? Ils sont concernés. Certains de leurs agents viennent nous voir. Nous travaillons aussi, par exemple, avec l'ANADER. Vous voyez, parce qu'il faut la vulgarisation. Les vulgarisateurs, c'est ceux-là qui sont l'interface entre le chercheur et les paysans. Oui, donc, on travaille, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Les indiscrétions disent que c'est une affaire de gros sous également. Il y a beaucoup d'argent dedans, c'est vrai ou pas? Beaucoup d'argent dans quoi? Dans le manioc, dans les recherches. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'argent dans le manioc. Mais vraiment, nous pensons que vu l'aspect essentiel, critique de cette plante-là, nous avons tous compris qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ce que nous voulons de nos gouvernements... Parce que vous n'aviez pas compris ça avant? À notre niveau, nous pouvons dire que nous comprenons ça. Nous avons compris. Au niveau des autres? Ce que vous appelez les autres? Oui, mais vous dites que vous avez compris. Nous avons compris qu'il faut se mettre ensemble. Voilà. C'est qu'avant, c'était mais pas... dans d'autres domaines, on ne se met pas ensemble. Oui, ça, nous savons. Mais nous nous mettons ensemble. Et c'est pour cela, par exemple, que le mercredi, nous commençons un grand séminaire ici en Côte d'Ivoire où nous invitons, WAVE invite environ 40 chercheurs de 12 pays d'Afrique. Ce sont des sélectionneurs et des virologues pour discuter et voir, comprendre comment nous pouvons travailler en synergie. Ouais, ça, c'est des choses que nous apportons de nouveau. Si vous me permettez, au niveau du gouvernement, bien sûr que nous avons le soutien institutionnel, mais nous aimerions avoir plus. Parce qu'il y a un célèbre président qui a dit ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Nous, en tant que chercheurs, nous avons mis ce programme en place. Nous avons cherché les financements, nous avons trouvé les financements pour faire tout ça. Nous avons fait cette part-là. Le gouvernement, ce que nous demandons, parce que moi, Dr Pita, et oui, si nous trouvons par exemple que ce virus qui est en train de venir de l'Afrique de l'Est, nous le découvrons quelque part, ça c'est du bois? C'est du bois quelque part? Voilà, si nous trouvons ça quelque part ici en Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai le mandat de pouvoir annoncer à la population ivoirienne qu'il y a un virus? Je ne peux pas. Il faut que je passe par mes gouvernements.
par le gouvernement, bien sûr. Mais il faut pouvoir avoir une réponse. Il faut pouvoir avoir un système de surveillance. Il faut avoir un système d'alerte précoce, un système de pouvoir une réponse, vous voyez. Mais ça, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Et nous avons fait un projet, aidé du ministre Bakary Kouli Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur, pour demander cette aide-là du gouvernement, pour mettre ce système-là en place. Et ça va être présenté au gouvernement très bientôt. J'espère que nous aurons gain de cause. Alors, docteur, on a des images là qui passent à l'écran. Pourriez-vous les commenter pour qu'on puisse les reconnaître plus ou moins si on les voit? Ça, c'est une bouture de manioc infectée par la strie brune du manioc. Ce virus-là qui est en train de venir de l'Afrique centrale. C'est qui détruit les plantations 100%. À 100%. Voilà. Wow. Et comme vous savez, une fois que le virus est dans le tubercule, il est dedans. Vous prenez le tubercule de manioc, vous allez planter, vous allez avoir encore la même chose qui va se répéter. Et ça prend toute la plantation. Bien sûr. Et la maladie est transmise par une petite mouche blanche. Quand cette mouche se nourrit sur une plante infectée et qu'elle va sur une plante saine, elle transmet la maladie. C'est un peu comme le paludisme, vous voyez. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça infecte le sol aussi? Non, pas le sol. Vraiment, parce que le virus, il a besoin, c'est un parasite. Il a besoin du système de l'hôte pour pouvoir se répliquer. Est-ce que les traitements, tout ça, respectent l'environnement? En fait, ici, il n'y a pas de traitement. On parle de virus, c'est un virus. Ouais. Il faut que je dise, c'est bien pour la population qui nous suit, que ce virus-là, c'est un virus de plante. Vous pouvez manger du manioc affecté par ce virus, vous ne tombez pas malade. Mais il faut pouvoir trouver du manioc. Ouais. Donc ce virus-là réduit carrément la production du manioc de 40 à 70%, c'est la mosaïque. Mais ce que vous venez de montrer, la strie brune du manioc, ça, c'est environ 100%. On ne peut rien faire avec un tubercule comme ça. Vous ne pouvez pas bouillir pour manger, vous ne pouvez pas faire de la téquée, vous ne pouvez pas faire du gari, vous ne pouvez rien faire. Et ce virus-là est aux portes. Vous voyez les symptômes? Ce virus-là est aux portes de l'Afrique de l'Ouest. Un pays comme le Nigeria, 180 millions d'habitants, 80% de la population dépend du manioc pour l'alimentation quotidienne. Si ce virus arrive là-bas, c'est une catastrophe alimentaire. Ils sont numéro 1 en Afrique. Voilà. Et si ce virus est au Nigeria, ça veut dire qu'il est au Bénin. S'il est au Bénin, il est au Togo, il est en Côte d'Ivoire. Donc c'est un problème. C'est un réel problème. Et c'est là que l'anticipation joue un rôle très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dans votre volonté de traiter, d'anticiper, tout ce que vous utilisez, je rappelle, respecte l'environnement. Bien sûr, parce que ce que nous faisons pour le moment, ce virus n'est pas encore en Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons pas faire des tests et tout ça ici. Donc nous prenons des variétés. Oui, on prend des variétés ici en Côte d'Ivoire qui sont un peu résistantes au virus qu'on a. Et on va les tester là-bas, en Afrique de l'Est, en Ouganda particulièrement, pour voir comment nos variétés vont réagir quand ce virus va arriver chez nous. Si nous avons des variétés qui sont un peu résistantes, nous allons dans le laboratoire que vous avez vu les multiplier, les assainir, les multiplier et puis les garder de telle sorte que quand le problème arrive, nous ayons une solution. Donc pour l'instant, vous êtes dans vos laboratoires, vous n'êtes pas encore sorti pour aller sur le terrain, pour rencontrer les paysans, pour voir en quelle mesure vous pourriez les aider à les sensibiliser, aussi les aider à améliorer leur production. Pas encore. Si, nous avons fait des campagnes de sensibilisation qui sont passées à la télévision ivoirienne en présence du ministre Bakary Kouli Ramata. Nous sommes allés à Jacquesville, dans un village appelé Sassako Bignini. Nous avons réuni... oui, c'est à Jacquesville chez nous. La charité vient dans soit dit en passant. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi là où on cultive beaucoup le manioc et la tiéké. Donc nous avons réuni là-bas des paysans venant de Dabo, de Sikinsi, de Jacquesville, plusieurs villages, et nous avons parlé de ces maladies-là, de ces problèmes. Nous devons faire un peu plus de ça, de ces actions-là. Dans la phase 2 du programme WAVE, nous allons encore continuer. Docteur Pita, Justin, vous êtes directeur exécutif du programme WAVE. Quelle recherche pour un bon rendement du manioc? Si on devait réduire ça en une phrase, pour terminer. Pour terminer, je vais mettre WAVE en amont. Parce que vous pouvez avoir des variétés productrices, haut rendement, mais si elles sont sensibles à ces virus-là, vous ne faites rien. Ouais, le virus arrive et il détruit tout. Donc nous pensons qu'il faut penser vraiment à la phytopathologie, il faut penser vraiment à prendre des mesures de contrôle de ces virus-là. On prend trop de mesures dans nos pays, trop de mesures, on ne voit pas l'efficacité. Moi, ce qui me plaît dans votre démarche, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation. Ouais. On n'attend pas que le problème survienne pour créer et appeler encore des bailleurs de fonds pour nous aider à coups de milliards. Là, il y a de l'anticipation et je pense que votre exemple devait être suivi. Et puis on remercie aussi la ministre, Bakary Kouli Ramata, qui croit au projet, qui croit au projet et qui fait en sorte que vous puissiez avoir des moyens adéquats pour vous épanouir. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite.
surtout, venez quand vous voulez sur ce plateau pour nous parler un peu des vibrations, de tout ce qui va rythmer un peu. Voilà, parce qu'il faut soutenir les chercheurs qui cherchent afin qu'ils puissent trouver. Voilà, parce que c'est de plus en plus rare. Merci. Merci beaucoup. Merci Nessie. Merci Marco. Merci à vous également. On espère que vous êtes bien réveillés en notre compagnie. On vous laisse en compagnie, bien sûr, de Alix Kokola pour égrener le chapelet de rendez-vous sur RTI 1. Christelle Akoussa a estampillé cette émission de son saut technique avec toute l'équipe. Merci et surtout, bonne journée sur RTI 1.